Rebonjour tout le monde. Donc nous voici dans la dernière ligne droite. Donc il nous reste deux sessions, dont celle-ci avec Nicolas Debose, qui est CTO de chez Billens et qui va vous partager son expérience Scrum. Je te laisse la parole. Merci Norman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous ceux qui sont online. On m'a dit qu'on était 3 millions pour le moment. Donc ça se passe plutôt bien d'après ce que j'ai entendu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec Scrum, ou en tout cas de ce que je pensais être Scrum. Je fais une petite parenthèse pour parler de moi. J'ai 37 ans, je suis marié avec une femme extraordinaire. Si elle me regarde, coucou chérie. J'ai un enfant qui s'appelle Félix qui a 5 mois. Du coup, ça peut expliquer les cernes. Je suis un passionné de programmation depuis que je suis tout petit. Je suis freelance depuis 15 ans. Je suis donc CTO aussi et cofondateur de Billens, une plateforme pour les freelance IT. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Et en fait, du point de vue Scrum, j'ai découvert Scrum il y a 8 ans, un peu grâce à Norman notamment. Donc, je me revendique pas du tout être un coach agile ou un spécialiste ou quoi que ce soit. J'ai aucune certification, donc c'est un peu la gêne d'être là. Cependant, c'est quand même ma 3e conférence ici, donc j'en ai donné une en 2013 pour donner mon premier feedback sur Scrum. En 2016, vu que j'aimais plus Scrum, j'ai présenté l'avantage des tests automatisés, donc plutôt extreme programming. Et puis là, je suis là maintenant pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai détesté Scrum et pourquoi je me repentis aujourd'hui. Donc pour préparer ces slides, j'ai été juste voir sur Google et j'ai tapé pourquoi Scrum et j'ai regardé ce que Google allait me proposer. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il m'a proposé comme suggestion de recherche? Pas beaucoup d'avis ici, c'est pas grave. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas tout rose pour tout le monde. Il y a donc pourquoi est-ce que Scrum c'est mal, pourquoi est-ce que c'est utilisé, pourquoi ça marche pas, pourquoi Scrum tue votre projet. Bref, ça n'annonce pas grand-chose de bon. Il y a quand même des trucs positifs là-dedans aussi. Donc je me suis amusé à aller lire 2-3 articles cinglants envers Scrum et je vais vous faire une toute petite liste là toute petite, des points que j'ai des points qui sont ressortis souvent. Donc peut-être qu'il y a des points qui vont vous faire tiquer, en tout cas j'espère. Donc il y a d'abord le PO choisit tout et donc les devs n'ont pas leur mot à dire sur la direction du produit. Tout ce qui importe pour le PO, c'est l'output et pas l'outcome. Scrum calcule tout ce que les devs font, donc limite l'innovation, la course au ticket, faut faire beaucoup de tickets. Scrum encourage le plus petit effort possible, donc une vision très court terme et donc une architecture logicielle complètement pourrie. Le fait d'avoir des petites tâches faisables par tout le monde empêche les devs d'avoir un ownership sur un sujet entier. Donc beaucoup moins de motivation, moins bon design technique, etc. Scrum est très demandeur en termes de management parce qu'on a besoin d'un PO, d'un Scrum Master. Les outils sont horribles. Là, on parle probablement de Jira. Scrum est contre le bug fixing et la réduction de la dette technique car tout ce qui intéresse le PO, c'est l'output, encore une fois. Scrum est vendu comme un processus pour éliminer les obstacles, ce qui est une jolie façon de dire identifier les branleurs. Et la recherche et développement se voit éliminée car les objectifs sont à court terme à chaque fois. Donc voilà, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah, je me reconnais dans certains trucs à l'époque ». Maintenant, je me dis « Bon, peut-être que ces gens ont fait du Scrum-like ». Moi, j'appelle ça le Scrum-ounet. C'est en général quand vous arrivez dans une société et que vous dites « Vous faites du Scrum ?» Oui, on fait des réunions. Ok, et au fait, ça sent un peu le Scrum à moitié implémenté, ou bien tout simplement, Scrum n'était pas fait pour ces projets-là, ou l'équipe n'était pas faite pour faire du Scrum tout simplement. Donc, je me suis amusé à sortir 10 symptômes d'un Scrum malade. Il y en a plus. Alors, si vous avez un de ces symptômes, ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner et que vous êtes destiné à mourir. En fait, si vous avez peut-être un de ces symptômes, ça veut juste dire que vous goûtez pas à la substantifique moelle de Scrum et de tout ce que ça pourrait vous apporter, et même de l'agilité en général. Le premier symptôme, c'est que le PO n'est pas du tout focus marketing. Moi, c'est le truc qui m'a pris le plus de temps à comprendre. Avant, j'étais un dev pur et dur, je recevais comme ça les features à faire et je les faisais. Maintenant, je suis passé un peu de l'autre côté. Et je vois que le PO a besoin d'être marketing. Alors pourquoi ce genre de choses arrive? Il y a plusieurs cas. Ça peut être très simplement que la roadmap est fixée à l'avance.
Du coup, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment des objectifs, si ce n'est terminer pardon. Il n'y a pas besoin d'avoir... on n'a pas besoin d'être marketing puisque on sait ce qu'il faut faire. Aussi, il y a l'idée que le CEO arrive avec ses idées et pouf, il a la science infuse et donc on va faire les features qui comptent le plus pour lui. C'est pareil un peu pour le PO aussi qui mesure pas vraiment ce qui se passe, il fait pas d'A/B testing et tout ça, c'est un peu sombre pour lui. Et donc, il dit, selon moi, il faudrait pouvoir faire cette feature-là et cette feature-là parce que je pense que le client va bien aimer. Donc voilà. J'ai aussi remarqué que les anciens devs qui sont devenus PO parce qu'ils voulaient être chefs sortent beaucoup de tickets qui sont peut-être un peu plus techniques, c'est-à-dire on va refactorer cette partie-là, on va embellir cette page-là, on va accélérer le loading de la page. C'est peut-être pas des choses qui viendraient à l'idée d'un quelqu'un qui fait du pur marketing. Et puis, tu as aussi cette histoire de ancien manager à caser quelque part. On fait du Scrum maintenant, le manager est là, on va le mettre le PO parce que voilà. Du coup, c'est un peu problématique parce qu'il a une double casquette, ce monsieur. Déjà, c'est le manager. Ensuite, c'est le PO. Donc, PO, ça demande quand même beaucoup de temps. Pour moi, c'est un job full-time. C'est là pour améliorer le produit, pas pour gérer les gens. Et en fait, ce qui fait beaucoup, c'est d'aller voir l'équipe au daily pour voir qui a bien travaillé. On a ça. On a aussi le fait que le dev, du coup, si son PO est manager, il aura beaucoup de mal à aller lui parler et lui dire on est en retard sur ça. Si tu parles au PO, on va essayer de réduire le scope, trouver des solutions, tandis qu'un manager, il va plutôt dire qui est-ce que je dois virer ici dans l'histoire. Il va plutôt essayer de trouver, moins trouver des solutions. Et surtout, un dev, moi je parle beaucoup de dev parce que c'est mon expérience, il parle d'égal à égal avec un PO et il n'est pas censé avoir peur de parler avec son PO. C'est pas un chef. Le PO n'est pas là pour dire aux gens comment faire leur job. Donc le PO, c'est vraiment quelqu'un, je trouve que le terme product owner est vraiment très très bon parce que c'est quelqu'un qui doit aller voir les sales, il doit aller voir le service après-vente pour savoir un peu prendre la température de ce qu'il faut faire de l'A/B testing, etc. etc. Les tâches dans un sprint, ça doit vraiment se mériter. Le but, c'est de maximiser, bien sûr, la valeur du produit. Il faut avoir mesuré. Il faut avoir eu régulièrement le même feedback pour se dire, OK, on va faire ça. Une idée que pourrait peut-être implémenter chez vous, c'est de taper des points, de mettre des points business value. Comme on dit aux développeurs, est-ce qu'on peut estimer ça de 1, 3, 5, 13, 8, 13, etc. C'est exactement pareil pour la business value. C'est de dire, à mon avis, ce ticket-là, il va apporter 13. Et c'est là qu'on verra 13, OK, et c'est 13 en développement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper? Peut-être que le 13 en business value, il y a moyen de le splitter en 8 et 5. Et du coup, le 8, en fait, qui va apporter beaucoup, les devs, ils vont le faire en 1. Et du coup, on va pouvoir commencer là-dessus et ça va être vachement, vachement intéressant. Évidemment que c'est là que tu vas voir aussi dans ton... le plus intéressant, c'est le Velocity Business Value Velocity Chart, où tu vas voir qu'en permanence, ton produit va augmenter en business value, puisque à chaque sprint, tu as fait des points qui rapportent 13 en business value, 8 en business value, etc. Et à un moment, quand tu vas voir que ton produit arrive à un plateau de verre, un plafond de verre, pardon, tu es là, on n'a plus vraiment de business value à apporter, ou j'ai pas choisi les bons tickets, tout simplement. Dernière chose pour le PO, c'est quelqu'un qui doit être... Donc, c'est vraiment le hub de tout le monde, et ça doit être quelqu'un de très rassembleur. J'ai vécu le PO qui s'entendait pas bien avec les gens. Franchement, essayez de trouver quelqu'un qui est plutôt rassembleur que quelqu'un qui va un peu casser du sucre sur les autres. Deuxième symptôme, c'est terminer tous les tickets. Ça, c'est le truc le plus motivant pour un dev, c'est de se dire, voilà, il faut tout faire. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. C'est pas pourquoi. L'équipe est vue comme une feature factory. Il faut livrer, il faut livrer, il faut livrer. Et avec ça, ça laisse aucune place à l'erreur. Parce que si on est en retard, ça peut arriver, hein, on le sait tous. Tout ce qu'on va faire, c'est soit dire, voilà, à la fin du sprint, il reste 2 tickets. Vous n'avez pas rempli le sprint, donc c'est de nouveau un échec. Ou bien alors, ce qui va se passer, c'est on enlève les 2 tickets du dessous qu'il fallait faire sur la fin et hop, le sprint est réussi. Et ça arrive de nouveau aussi quand le PO est un simple, entre guillemets, proxy PO, puisque lui, il reçoit les infos du dessus, il faut tout faire. Le scope et la deadline sont fixes.
Donc du coup, on avait prévu 2 mois pour faire ça. On a divisé les 2 mois en sprint. Ben, il faut tout finir. Voilà, il n'y a pas le choix. Le PO veut faire plaisir à tout le monde, donc il a pris un peu des tâches des sales, du marketing, etc. Il a fait un pot pourri et dit si on veut faire plaisir à tout le monde, on va faire tout ça. Mais bon, il n'y a pas vraiment un objectif certain, c'est juste faire plaisir en fait, ce qui est pas dingue non plus. On fait ça pour maximiser le temps de travail des développeurs, parce qu'il faut bien remplir leur temps au maximum. Donc, si on met beaucoup et qu'on leur dit de finir, s'ils finissent plus tôt, on va en rajouter encore tant qu'on y est. On a ça aussi quand on est en mode maintenance de projet, où il y a juste plus grand chose à faire, si ce n'est débugger ou rajouter des toutes petites features. Là, peut-être que Scrum n'est peut-être pas le truc idéal à faire, peut-être utiliser Kanban. Et aussi, peut-être le plus important, c'est que ce qui importe quand on a ce genre d'objectif, c'est l'output. On veut plein de features pour frimer auprès du grand manager, du grand CEO, et t'as dit, t'as vu tout ce qu'on a fait? C'est extraordinaire. Par contre, l'outcome, le résultat de ce que ça va apporter, ça, on n'en parle pas. Donc, c'est beaucoup la frime de faire beaucoup de tickets, mais quand après, on essaye de voir, tiens, et qu'est-ce que ça va apporter? Qui va l'utiliser? Et après, vous pourrez regarder en arrière et dire, mais qui a utilisé ces features? Nous, on a fait l'erreur de faire ce genre de choses. Et bon, voilà, on a appris de nos erreurs. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il faut voir un sprint vraiment comme un mini-projet avec un seul objectif, donc pas plusieurs, et où le scope est négociable. Ça, je pense que c'est le truc qu'on martèle le plus. Si on a du retard, on simplifie le scope. On n'essaie pas de le complexifier au fur et à mesure du sprint. Ça, j'ai déjà vu aussi. Donc c'est vraiment important. Et d'ailleurs, dans le Scrum Guide, ça je l'annonce aux PO qui ne savent pas encore peut-être, on parle plus d'engagement des développeurs. On ne dit plus vous êtes engagé à finir le sprint. Si c'est pas fini, vous avez failli à votre engagement. On parle plutôt maintenant d'un forecast, de dire ok, a priori on pense qu'on pourra faire tout ça dans le sprint, mais bon, on va faire le maximum qu'on peut évidemment, mais on va pas faire 1000 heures sup pour absolument arriver à finir. C'est plus un engagement, quoi. Et c'est un bon point pour savoir s'il faut oui ou non annuler un sprint. Je pense que ça arrive pas fréquemment. Nous, ça nous est arrivé juste avant le Covid, où on voulait faire un partenariat avec Silver Square, qui est donc des bureaux partagés. C'est arrivé juste au moment où on a dit on confine tout le monde. Bah, on a arrêté le sprint, ça sert à rien de juste se dire on va faire ça les 2 prochaines semaines et personne va utiliser la feature. Donc c'est aussi un bon moyen de savoir si on annule le sprint. Trafiquer la vélocité, autre symptôme. Alors ça, je pense qu'on est tous plus ou moins coupables. On peut se dire, il y a 2 grands moments où on trafique un peu la vélocité. C'est au moment d'abord du Scrum Planning, où tu as le PO et le Scrum Master qui arrivent et qui disent, les gars, on a fait 32 le sprint précédent. Peut-être qu'on pourrait faire 40. Challenge. Les devs, évidemment, ils sont là, ouais, c'est pas notre idée déjà, donc je sais pas trop. On était bien avec 32. Qu'est-ce que tu viens nous challenger avec ça? Et quand ils disent oui, bah c'est parfois pour faire plaisir. Et puis à la fin du sprint, il se passe quoi? C'est on vous l'avait dit, qu'on ne savait pas le faire. Donc voilà. Et ça se passe aussi au moment de l'estimation, où il y a le PO qui dit 5 pour ça. On pourrait pas plutôt dire 3. Donc on négocie pas les points. Ce qu'on peut négocier de nouveau, c'est le scope. Il faut trouver des solutions et essayer de voir, essayer de comprendre pourquoi peut-être le PO pense que c'est plus et peut-être que les devs pensent que peut-être pensent que c'est moins et que les devs pensent que c'est plus. J'ai un bon exemple qui nous est arrivé très récemment. Les devs ont mis une tâche à 13 et en fait le but c'était quoi? C'était de dire quand on a un article dans WordPress, on le met dans notre Discord. Les devs étaient là, il faut faire une API qui va chercher le truc sur WordPress et il faut faire une API qui va le mettre dans Discord. On connaît aucune de ces 2 API, ça va coûter un peu cher. Ok, le PO a dit ok, mais si on utilise la plateforme If This Then That où tu dois rien programmer du tout et ça fait tout pour toi, peut-être que ça coûte pas 13, mais peut-être que ça coûte 3. Effectivement, ça a pris 1 heure. Donc voilà, on est là pour discuter de ça et pas de dire non, votre API, ce sera 3. Et il y a comme ça 3 vélocités typiques qui montrent des vélocités assez malins. C'est d'abord la vélocité toute plate, où on fait 32 à chaque sprint. Et là, en fait, vous pouvez dire que c'est
les gens qui calculent juste leurs heures. On utilise ça pour le timesheet. C'est très pratique, mais c'est pas le but du tout, puisqu'on n'apprendra rien sur la velocity chart. Il y a le velocity chart qui monte à chaque sprint. À chaque sprint, on est là, wow, on a fait le double de la fois passée. On commence à bien se connaître. Ça, en général, ça arrive quand le patron commence à fouetter les gens pour aller plus vite. C'est jamais très bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que les gens commencent à être fatigués, il y a de plus en plus de bugs, on a négligé la qualité, on en reparlera tout à l'heure. Et du coup, c'est le troisième effet qui se coule, où la vélocité descend jusqu'à tendre à zéro, parce qu'en fait, il y a tellement d'aides techniques, les devs sont à bout de souffle, qu'il n'y a plus rien qui sort, tout coûte très cher. Bref, il n'y a plus personne qui s'entend bien. Donc, le velocity chart, ça sert à rien de le trafiquer puisqu'il est là pour analyser la situation, de se dire comment est-ce qu'on avance, c'est quoi notre rythme de croisière et comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire mieux. Moi, je vous dis, si vous allez chez le médecin, vous n'allez pas prendre un Perdolan avant d'y aller pour enlever votre température, pour qu'il vous dise, bah, en fait, ça va, tu n'as pas de température. En fait, voilà, c'est ça, le velocity chart, c'est pour prendre la température de votre équipe. Rien de plus. Donc, essayez pas de faire en sorte qu'il soit beau pour les managers parce qu'ils seront peut-être contents, mais à un moment, tout va casser. Un petit point, je dirais, c'est que pendant les sprints, cachez les points. Parce qu'on a peut-être tendance à dire je prends un 3, ça va être facile, ou c'est plus dur que prévu. Du coup, j'ai pris du retard. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vite balancer le truc, finir quick. Et du coup peut-être mal finir le truc, alors que celui qui prend un 8, il va se dire ah, j'ai vite fini. En général chez nous 8 c'est 2 jours, donc bah j'ai 2 jours, j'ai fini en 1 heure, bah maintenant j'ai plus rien à faire les 2 prochains jours. Donc si on enlève ces tâches-là, il n'y a plus cette espèce de stress de je dois absolument théoriquement faire X tickets, X points par jour, parce que c'est complètement invisible. Alors, négliger la qualité. Ah non, pardon, c'est l'autre. Remplir le sprint à fond. Ça, vous allez me dire, c'est logique, il faut bien occuper les gens. Et bon, comme j'imagine que vous le savez, 8 heures par jour, personne ne le fait vraiment. Hein, et travailler en groupe, ça demande la coordination. C'est très rare les moments où le dev commence le dev et finit le dev en même temps qu'un autre dev. Hop, ils font les reviews de code en même temps et puis ça finit exactement en même temps. Non, la coordination demande du temps. Et ce qu'on donne en général pendant le Scrum, pendant le sprint, c'est du slack time. Donc, ça veut dire du temps de glande. Ça ne va pas plaire au patron ici. Mais c'est vraiment pas pour aller sur Facebook. C'est plutôt pour faire des choses qui ne sont pas écrites explicitement dans l'étiquette. Donc, par exemple, préparer les démos, créer des utilisateurs dans la base de données, améliorer le script de mise en production. Je crois que Jean-Pierre Lambert en parlait juste avant. Refactorer, supprimer du code, faire le ménage, en fait, un peu le code, faire de la veille technologique. Je pense que les gens pensent qu'on doit faire ça à la maison. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure décision à prendre. Donc, il faut laisser du temps aux gens pour le faire au boulot. Ça peut sembler bizarre, mais je peux vous dire qu'avoir des devs qui sont pas à jour, c'est pire que d'avoir des devs qui sont bien, qui prennent le temps d'apprendre. Donc voilà. Et en fait, toutes ces choses-là, refactorer, etc., ce sont des choses qui sont indispensables dans la durée de vie d'un projet IT. Maintenir du code, ça demande énormément de rigueur. Et si on met ça de côté, on va avoir des problèmes en fait. Et pour moi, c'est pour cette raison que les tâches techniques, les fameux, il faudrait refactorer ce code-là, c'est pas des tickets qu'on mettra dans le backlog. Je ne veux pas aller voir le PO pour lui dire est-ce qu'on peut avoir un ticket de 13 pour refaire cette partie-là. Non, en fait, ça doit se faire en background, en continu, quand on a le temps. Et si par hasard, il y a des tickets qui ne sont pas faisables parce que juste l'architecture logicielle ne le permet pas, eh ben, ça se sentira dans l'estimation. Pour moi, le sprint est un nom, par contre, qui est très mal choisi parce qu'on a l'impression qu'il faut courir vite à chaque fois et qu'on fait une pause entre les deux. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient on est à l'entre-deux sprint, donc maintenant on peut un peu glander parce qu'on a sprinté pendant 2 semaines ou 1 semaine. En fait, le sprint, ça devrait être le rythme devrait être soutenable. On doit pouvoir faire ce sprint
N fois jusqu'à la fin des temps sans se sentir essoufflé. Et c'est pour ça que la vélocité permet de savoir quelle est notre vélocité moyenne. Négliger la qualité, ça c'est un sujet évidemment qui me tient à cœur en étant développeur. Et pourtant, il n'y a pas que dans le développement qu'on a besoin de qualité, j'imagine. Donc quand vous demandez à des gens de faire vite un petit ticket, ça peut arriver, on en reparlera juste après. Mais moi, j'ai pas demandé à celui qui a fait l'extension de ma maison de faire vite l'extension sans faire les fondations, parce que je sais que ça allait peut-être poser problème. C'est lui le spécialiste, a priori. J'entends aussi les tests automatisés. Est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire? Le client paye pour un produit, pas pour les tests. Moi, ma compta, par exemple, elle fait l'actif et le passif, comme toutes les comptas, j'imagine. Et je vais jamais lui dire, étant donné que la somme des deux, ça fait 0, est-ce que tu peux pas juste faire l'actif cette fois-ci? Comme ça, tu iras peut-être plus vite. Les reviews de code, quel intérêt? J'imagine que ça vous est déjà arrivé de relire les emails que vous envoyez. Voilà, c'est exactement la même chose avec le code. Le pair coding, c'est une perte d'argent puisqu'on est deux derrière un écran. Non, c'est à ce moment-là qu'on interagit, il y a beaucoup d'idées qui sortent. Il faut voir un peu le produit comme un livre dans lequel on écrit tous en même temps. Et il y a peut-être des parties du livre qu'on aimerait bien écrire ensemble pour que ça ait une suite logique entre les différents chapitres. Il y a aussi le fameux, on a un proof of concept, donc on a fait une belle maison en carton qui montre plus ou moins comment ça va s'agencer dans le jardin. Et on dit, voilà, on a le proof of concept qui fonctionne. Maintenant, on continue et on fait les autres features basées sur ce proof of concept. C'est pas l'idéal. En général, un proof of concept, c'est pour jeter tout de suite après. Donc, ce qu'on entend, évidemment, c'est « Oh, vous, les développeurs, vous êtes vraiment des divas, là, avec votre refactoring, le clean code, Uncle Bob, j'en sais tout rien. » En fait, j'ai remarqué que quand on néglige la qualité, il se passe toujours la même chose. Au début, la vélocité monte en flèche, c'est extraordinaire. Tout le monde s'entend bien. Les développeurs, les managers sont en symbiose. On va jouer au kicker, on va au resto le midi. Tout le monde est content. On a des augmentations, tout ça. Enfin, c'est génial. Et puis, au bout de quelques semaines, il y a, ça y est, les premiers bugs qui arrivent. Bon, les premiers bugs qui arrivent, a priori, c'est normal. On est dans un projet IT. Est-ce que ça existe des projets IT sans bugs? Donc, non. Donc, c'est bien. On est dans notre vélocité classique. C'est parfait. Ensuite, après quelques mois, on commence à avoir les sprints où on fait exclusivement du bug fixing. Donc là, vélocité est égale à 0. Business value est égal à 0 en tout cas. Et là, on fait des patchs rapides parce qu'on a donné l'habitude aux gens, aux managers, aux PO qu'on allait vite. Et là, tout à coup, il ne se passe plus rien. Et évidemment, la démo, il n'y a plus rien à montrer puisque c'est comme ça. Et vu que les patrons s'impatientent, on fait de nouveau des patchs. Donc sur les fissures, on met juste un petit tape et on dit voilà, a priori, la maison ne s'effondrera pas, on voit plus rien. Et puis au bout d'un an ou deux, là, ça se sent très fort. Les sprints sont quasi à l'arrêt. Tout coûte cher. À chaque fois, un PO demande un truc, il dit c'est 20. Quoi, c'est 20 encore? Pour envoyer un email? Oui. Tous les seniors sont partis. Il ne reste plus que les juniors. L'ambiance est naze. Évidemment, les juniors coûtent moins cher, donc on en prend le double pour aller plus vite. Et on parle même de refaire le projet from scratch, parce que je vois que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Évidemment, ça, surtout, dans la grande majorité des cas, c'est la pire des décisions. C'est de recommencer à zéro avec en plus l'équipe de Dev Junior, donc c'est sûrement que ça va bien se passer. Il y a Uncle Bob qui a dit un jour The only way to go fast is to go well. Et ça, je pense qu'il a raison. La seule manière d'aller vite, c'est de le faire bien. Alors certes, vos premiers sprints vont pas être en pic comme ça avec on a fait 150 points ce sprint-ci. Mais sur du moyen long terme, vous allez le sentir, que ce soit même dans l'ambiance, tout va être beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on a fait du Scrum pour fliquer les gens. Ça, c'est un bel exemple de passage à Scrum. Je disais tout à l'heure, le manager qui est devenu PO qui regarde les gens au délit. Et ça se passe aussi quand on dit on n'avance pas assez vite. Peut-être que si on leur donne des objectifs et qu'ils s'engagent à finir, on ira plus vite. Et comme ça, on peut voir au délit aussi qui bosse et qui a le malheur de dire je suis sur ce ticket. Hier, j'étais sur ce ticket aussi. Et voilà.
En fait, Scrum, c'est de la gestion de projet pure, c'est pas de la gestion de personnes. On en reparlera aussi tout à l'heure. J'espère que vous n'avez pas besoin de Scrum pour savoir qui bosse bien, qui bosse pas bien chez vous, parce que sinon, c'est que vous avez un problème. En plus, théoriquement, c'est l'équipe qui doit livrer un délivrable. C'est pas plus Gertrude et Benjamin qui sont les super bons qui vont délivrer. Et on entend beaucoup, donc l'équipe prend soin d'elle, l'équipe s'autogère. Moi, j'ai déjà entendu des managers dire ah ouais, ils s'autogèrent. Ben, on verra ça à la démo, hein, comment ça se passe. Euh, En fait, c'est l'équipe qui prend soin de soi. Quand il y a quelqu'un qui a un problème, plutôt que le manager, à la place que le manager dise, dis-toi, tu vas aller voir, Cédric, tu vas aller voir Bastien parce que ça se passe pas très bien. C'est Cédric qui devrait aller de lui-même voir. Évidemment, pour les équipes qui sont jeunes, c'est pas toujours évident, surtout à ceux qu'on a toujours dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est là qu'un coach agile ou un bon Scrum Master peut vous aider, c'est d'avoir cette équipe qui s'autogère. Donc voilà, c'est pas du tout. Du coup, l'équipe, c'est pas une somme d'individualité. Si vous avez ça, vous avez un problème parce que la personne qui dit moi j'ai fini mes tickets et a priori si on est en retard, c'est pas de ma faute du coup. Ou bien celui qui dit moi je suis dev, je suis pas testeur, donc s'il faut tester des tickets, ce sera pas pour moi. C'est pas terrible. En fait, un conseil qu'on donne parfois aux gens, c'est de faire un sprint de 1 jour. Et là, vous avez un concentré de Scrum. Vous avez sans doute fait 1 ou 2 tickets à la fin de la journée, mais là, il y aura beaucoup d'interactions de est-ce que ça va, ton ticket, il est midi, est-ce qu'on est dans les temps, tu as besoin d'aide, tout ça. Ça, c'est du vrai Scrum, ça, c'est l'équipe qui s'autogère. Et en 1 jour, on ressort comme ça des maladies ou des bonnes choses, très simplement. Un conseil pour les managers, n'allez pas au daily. Déjà, vous n'êtes pas invité au daily, mais ça va vous rendre fou d'entendre qu'une fois sur 3, il y a un type qui est sur le même ticket alors que a priori c'était simple. Et de nouveau, j'ai sorti une citation sur Medium qui dit Agile is about better software, not better management. Donc, je pense que là, tout est dit. Ça, c'est mon préféré. La review, c'est la démo. D'ailleurs, c'est tellement la démo qu'on n'appelle plus, on dit pas tu viens à la review, c'est tu viens à la démo. Et en fait, c'est vraiment vu comme l'examen de fin de sprint pour les devs. Les grands patrons sont là, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc il faut essayer d'aller vite quand même. Et c'est le stress pour les devs. Ils préparent la démo pendant 2 jours, ils touchent plus à rien pour pas avoir le fameux effet démo où tout le monde rigole, sauf les devs et sauf les managers. À la fin de la démo, donc pas la review, mais à la fin de la démo, tout ce qui se passe, c'est on applaudit ou on décapite les gens. Ça, c'est soit bien passé, soit pas bien passé du tout. Et la rétro, qui est la réunion donc juste après, on parle beaucoup de ce qui vient de se passer à la démo et pas forcément de ce qu'on a eu pendant le sprint. Donc ça, non, je l'ai vécu beaucoup de fois et c'est assez problématique. La review, c'est une réunion informelle où le but, c'est de récolter du feedback des gens sur le nouvel incrément. La démo sert juste de support. On montre aux gens comment sont les nouveaux écrans, les trucs qui sont intéressants, et on prend le feedback. Donc le déroulement, c'est le PO montre à l'assemblée, donc on prend les stakeholders, il y a même Lola du marketing qui va venir, Maïté des sales qui sera là, etc., etc. Et voilà, on dit ça c'est ce qu'on a fait, ce sprint-ci. Les devs expliquent qu'on a eu des problèmes, on les a résolus comme ça, on n'a pas eu de problème, tant mieux. Il y a une petite démo des features intéressantes, donc s'il vous plaît, ne montrez pas les bugs en disant voilà, et quand je clique là, ça fonctionne. Ça c'est vraiment la démo qui n'apporte pas grand-chose. Et après, ça engendre des discussions. Les stakeholders, on les laisse un peu jouer aussi avec l'application pour voir comment eux, ils s'en sortent. Peut-être que la UX est complètement naze et on doit revoir certaines choses. Et on discute comme ça, des feedbacks. Et c'est vraiment ça qui est la nourriture, une des nourritures du backlog, c'est que tous les feedbacks qu'on prend qui sont intéressants, on va pouvoir les mettre dans le backlog. Et ensuite, à la fin, le PO montre ce qu'on va faire au prochain sprint. Et le prochain sprint, il y avait ce qui devait être prévu. Il y a aussi, suite aux discussions qu'on vient d'avoir, il y a peut-être des choses qui seront bien qu'on fasse maintenant. Et étant donné que tout le monde peut donner son feedback, les devs, les stakeholders, les marketing et tout ça, tout le monde est aligné sur ce qui va être fait dans le prochain incrément. Et ce qui est extraordinairement magique, c'est que l'output de cette review,
c'est l'input du Scrum Planning. Voilà, c'est juste ça. C'est pas plus compliqué. Le daily meeting ennuyeux. Alors, je ne sais pas si beaucoup l'ont vécu ici, mais moi, j'ai quelques exemples. Il y a celui, bien sûr, qui dit oui, j'arrive, et qui finit vite un petit truc pendant que tout le monde est en train d'attendre au daily. Il y a le patron qui l'a mis à 8 heures du matin, ce daily meeting, parce qu'il faut être là à 8 heures. Et si les gens sont en retard, ben, c'est normal qu'ils soient un petit peu, qu'ils se sentent mal. Donc, on a mis ça à 8 heures. Le problème, évidemment, c'est que ça pose problème pour plein de gens. D'abord, celui qui arrive en retard, il a le seum, comme on dit. Déjà, il a raté la réunion. Ensuite, il sait qu'il va avoir un blâme de son patron. Et ensuite, il y a l'équipe qui va lui dire, la troisième fois que tu es en retard, tu pourrais pas faire un effort. Pendant que lui, tout ça, il était dans les embouteillages, c'était pas de sa faute. Bref, c'est l'angoisse. Et puis, tu as du coup la remarque qui dit, ah oui, on t'avait pas dit, si on a dit ça au délit, fallait être là. Oui, moi, j'étais pas là, désolé. Donc ça c'est un peu ennuyeux, surtout quand on se dit j'ai été bloqué sur truc, mais il y a peut-être machin qui pourrait t'aider, il est pas là. Donc ne mettez pas votre réunion à 8 heures parce que théoriquement tout le monde doit être là. Mettez-la un peu plus tard. Il y a la femme. Du coup quand tu la mets à 8 heures, souvent il y a l'amnésie. Donc hier qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. Le mec a encore sa veste parce qu'il vient d'arriver à 7h59. Et il dit aujourd'hui ce que je vais faire c'est je vais prendre le premier ticket là, celui-là parce que je crois que j'ai fini ma tâche. Il y a celui qui est sur son GSM bien sûr, il y a celui qui prend les 3 jours sur le même ticket et personne ne dit rien parce que on trouve ça normal. Il y a le patron qui vient vérifier que tout le monde travaille bien. Il y a le daily qui dure 45 minutes parce qu'on raconte notre vie aussi et qu'on dit on a un problème technique, on va trouver la solution maintenant, debout. Évidemment ces réunions là c'est des réunions qui n'ont aucune saveur. Évidemment on se dit à chaque fois, c'est encore une réunion Scrum. Il y a déjà tellement de réunions et on en a une tous les jours qui dure 50 minutes. Le daily, c'est là pour prendre la température de où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif. Évidemment, l'objectif, c'est de finir tous les tickets. On n'a presque pas besoin de venir au daily puisqu'on voit très bien sur le board où est-ce qu'on en est. C'est de dire, voilà, par rapport à l'objectif, moi, j'ai fait ça hier, je vais faire ça aujourd'hui et on va avancer. Comment j'ai fait avancer le bazar, quoi. Si vous avez une petite équipe, a priori, le daily, c'est une formalité parce que on se voit déjà souvent, on interagit beaucoup entre nous. Donc, le daily, oui, tu te souviens, oui, j'ai demandé à Bastien si. Donc, c'est un peu se remettre à jour, mais franchement, ça va durer, c'est une réunion qui va durer 5 minutes. S'il vous plaît, quand quelqu'un est bloqué, faites un peu de preuve de bienveillance, pas de dire c'est encore lui qui est bloqué, on va le laisser comme ça. C'est vraiment ça, l'équipe Scrum, c'est s'entraider aussi. Chez nous à Bilens, on l'a fait à 11h45. Cette réunion, comme ça au moins personne n'est en retard. À midi, les gens ont faim, donc ça s'éternise jamais. Ça c'est le bon côté. Et il n'y a pas d'amnésie en disant alors ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous avez ça, alors il y a un problème. Non, en général, ce qui se passe le matin, c'est la reprise de ce que vous avez fait hier après-midi. Donc du coup, vous êtes plus dans le sujet et vous savez ce que vous allez faire a priori le fin d'après-midi, voire le matin suivant. Donc ça a bien marché. Et depuis qu'on est en mode Covid, on fait en fait tout, on a fait en asynchrone. On a un channel dans Teams qui est le daily. Du coup, le gros avantage de ça, c'est que les gens peuvent mettre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, etc. Pour 11h45. Ils peuvent l'écrire à l'heure qu'ils veulent. Donc du coup, ils se sentent pas interrompus quand il est 11h45 à se lever de leur chaise, etc. Ils écrivent quand ils veulent, ils lisent quand ils veulent. On a remplacé le daily par le coucou meeting pour que les gens gardent un peu une interaction entre eux s'ils veulent. Ils sont pas obligés de venir du coup. Et c'est aussi très pratique pour celui qui fait un 4/5e ou celui qui est absent 1 ou 2 jours. Il a juste à voir qu'est-ce qui s'est passé pendant les précédents daily. Il s'est passé ça, ok. Donc, juste en arrivant, il peut déjà voir un peu la température. Évidemment, si vous invitez le manager dans ce channel, je vous le conseille pas parce qu'il va dire t'es sur le même ticket depuis 3 jours, il va faire des print screens et il va envoyer ça, donc ça va être du pain béni pour lui. Donc, n'invitez pas le manager dans ce channel-là, s'il vous plaît. Et pour celui qui était sur son GSM, évidemment, il va juste pas lire. Voilà. Donc c'est triste pour lui, bien sûr, mais au moins il n'a pas eu l'impression d'avoir perdu un quart d'heure de sa vie. Ou 45 minutes. L'anti-agilité à l'état pur, c'est la roadmap fixe. Alors l'agilité, pour moi, Scrum en tout cas, c'est développer, mesurer, améliorer.
Si vous avez une roadmap fixe pour 2020, déjà, je pense que le Covid vous a bien fait mal. Mais c'est quand même dommage de dire on a une super nouvelle fonctionnalité, on a uploadé des photos, maintenant il y a plein de gens qui demandent de liker, commenter, mais on dit ah, c'était prévu pour 2022, donc on va pas le faire. Ça c'est vraiment dommage, ça c'est les conséquences d'une roadmap fixe. Évidemment avec cette conséquence, avec cette roadmap fixe, c'est là où surtout les reviews deviennent des démos, on n'a rien d'autre à montrer. C'est très frustrant pour le management parce que souvent c'est un peu gouré sur l'estimation, comme souvent, on est en retard. Il y a une fois où moi je l'ai vécu, où ça s'est bien passé, c'était avec Mobistar, on devait faire des releases tous les 4 mois. On avait un scope fixe, un budget fixe, donc je vous laisse imaginer qu'est-ce qui est parti. La qualité, pour ceux qui ne suivent pas. Et donc, voilà, on a fait comme on a pu, on a bien tenu. Mais bon, voilà, ça a marché, disons qu'on a fait du Scrum Mooney alors. Une roadmap agile, ça existe. Une roadmap en disant a priori on va faire ça. En fait, c'est des a priori sur le futur. C'est plutôt des objectifs qu'on se donne. C'est pas forcément des features. Et c'est de dire bah oui, si on n'apprend rien, on ira vers ça, mais il faut quand même laisser une porte ouverte de dire ça fait depuis un mois qu'on bosse là-dessus. Il y a personne qui l'utilise ou il y a plein de gens et c'est peut-être de nouveau vers là qu'on va aller. Donc des roadmaps, oui, mais elles seront pas fixes. Du coup, si vous avez un management qui vous dit il me faut tout jusqu'à décembre pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, ben là, c'est dire bon, ok, ben on va pas faire du Scrum, certainement pas, on va pas être agile, on s'en fout de comment les utilisateurs utilisent notre programme. Bref, ça n'ira pas. Le dernier point, si je suis dans les temps, oui, ça va, c'est le backlog kilométrique. Donc le PO, c'est quelqu'un qui doit savoir dire non, ça fait mal. Mais chez Basecamp, ils ont sorti un livre qui s'appelle It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Je vous le conseille tous. Ça n'a rien à voir avec Scrum, mais c'est plus par rapport à comment les gens interagissent entre eux. Et eux, ils disent que un oui équivaut à 1000 non. Qu'un non peut devenir un oui, l'inverse est très difficile. Et qu'un oui, c'est tellement facile à dire, mais ça apporte beaucoup d'excitation, alors que le non, c'est difficile à dire, mais ça apporte beaucoup de calme. Évidemment, si vous êtes un PO qui est là pour faire plaisir aux gens et dire oui, on va le faire, ça va rentrer dans le backlog, c'est pas rendre service au produit. A priori, c'est ça à quoi sert Scrum, c'est pour le produit. Du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est des vieux tickets qui sont dans le backlog depuis 2 ans, qui étaient soi-disant des super bonnes idées. Jetez-les juste, pardon, jetez-les. Le but, c'est pas de remplir le temps des développeurs pendant les 5 prochaines années et de se dire voilà, on est bon, on est fixé, on sait vers quoi on va. On va vers tout en fait. Le backlog ne sert pas d'un reminder. C'est pas votre reminder personnel. Ce sont les reviews et ce sont les feedbacks des gens qui vont vous permettre. Ce seront eux vos reminders en fait. Ce seront les utilisateurs qui vont dire ah ça fait, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et, ah mais j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça. Cette son de cloche me dit quelque chose. Et les reviews aussi vont dire si les mêmes remarques commencent à chaque fois reviennent à chaque fois. Ça va être vos reminders. Ce sera pas le backlog. Le backlog, il doit être dynamique, il doit être surtout incomplet. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit Scrum quand on arrive dans une société ou quand on veut démarrer un nouveau projet? Moi, j'ai entendu, c'est hype, tout le monde le fait, donc voilà. On a toujours fait comme ça, ou le CEO l'a choisi parce que la boîte elle veut être agile, sous-entendu, on laisse ça juste pour les devs et puis après au-dessus, ce sera comme avant. En fait, là, pour moi, la raison la plus valable, c'est qu'on a un produit à faire évoluer. Et j'aime beaucoup cette définition que j'ai trouvée sur Notcache qui dit le principe de Scrum est de pouvoir modifier la direction prise par le projet au fur et à mesure de son avancement. Évidemment, vous lisez ça, vous parlez pas de roadmap fixe, etc. Ça parle pas du tout de gestion de personnes. Je dirais c'est OK d'utiliser Scrum si vous savez pas faire ça, mais disons que vous serez dans une Ferrari sur la rue de la Loi où vous pouvez faire du 50. Et ça va engendrer beaucoup de frustration. Le Scrum sera très souvent mal aimé parce que les réunions seront beaucoup moins intéressantes, le daily sera ennuyeux, les reviews seront des démos et les rétros, ce sera encore une autre réunion Scrum qu'on va sans doute, qui sera inutile et donc supprimée. Donc en fait, ne pas avoir ça comme
comme leitmotiv, c'est un peu ennuyeux. Et Scrum, il ne faut pas le voir comme un cahier des charges qu'on a divisé en périodes de 2 semaines. Si vous faites ça avec du Scrum, ben oui, ça pourrait éventuellement marcher, mais alors faites pas du Scrum, juste lâchez-vous, faites du Kanban, c'est pas une insulte de faire ça, c'est juste voilà, on fait les tickets qu'il faut faire et alors vous empruntez comme ça éventuellement des réunions. Nous on fait du Kanban donc actuellement quand on n'est pas à cause ou grâce au Covid. Euh, et on a pris des réunions de Scrum. On fait quand même un petit daily, enfin on fait le daily asynchrone, on fait des reviews, mais c'est pas forcément toutes les 2 semaines. Parfois, c'est quand il y a une chouette feature qui va sortir. Et les rétros, oui, on en fait une fois par mois. Et voilà. Enfin, donc on se pose pas plus de questions que ça. Et il n'y a pas le gros stress. Il faut absolument qu'on se voit à la fin de la semaine. Il faut que je dise mes tickets. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Je ne sais plus. Pourquoi la vie. Bref, aller vers du Kanban, emprunter des trucs de Scrum du coup. Et ça vient du Scrum Guide. Je trouve que c'est une définition qui est très juste. Scrum est léger, simple à comprendre, mais difficile à maîtriser. Les dérives sont courantes. On se laisse facilement porter vers le côté obscur. Ça demande, comme beaucoup de jobs, moi en tant que dev en tout cas, certainement beaucoup de discipline et de rigueur. Si tu laisses aller le truc, tu peux très vite dériver. C'est pour ça que je vous conseille, ou en tout cas, enfin oui, je vous conseille un coach agile pour commencer. C'est pas une mauvaise idée pour mettre les bonnes bases, ou en tout cas un très bon Scrum Master. Parce que arriver en cours de route, c'est très difficile de changer les habitudes des gens et leur dire on a toujours fait comme ça. Oui, mais c'est pas vraiment Scrum. Oui, mais bon, ça marche. Oui, mais je vous propose de. Moi, je suis pas coach agile, mais je plains ces gens-là quand ils arrivent en plein milieu d'un projet. Et surtout, moi, j'ai déjà entendu des managers qui disaient on m'a vendu Scrum comme quoi on allait aller plus vite. Mais j'ai pas l'impression que les devs vont plus vite. Alors j'ai dit, ah non, je sais pas à quoi tu t'attendais. Est-ce que les devs allaient avoir 2 claviers ou quoi? Mais non, on va pas plus vite en faisant du Scrum, on va mieux. Et ça, c'est très important. Et mine de rien, en faisant, je pense, un Scrum plus sain, on arrive à un Scrum qui devient plus humain, une ambiance qui sera meilleure, plus cordiale. Et c'est souvent son contraire que j'ai remarqué. C'est depuis qu'on fait du Scrum, ça marche moins bien, on s'entend moins bien. Évidemment, quand les devs sont considérés comme des ressources et que l'environnement est déjà toxique, amener Scrum là-dessus, ça va pas régler vos problèmes. Vous serez plutôt dans un environnement qui sera plutôt hostile et vous serez donc mal barré. C'était vite, j'ai fini. Merci beaucoup. Vous pouvez aller voir Behance.io, c'est donc pour une plateforme pour les freelances, et puis mon Twitter si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas de questions parce que j'ai tout dit. Merci, merci Rémo. Ah ouais, les 2 millions de personnes là, les fameuses. 2 millions de likes. Super. Ben, pas trop parce que je sais pas si la charge va tenir du coup. Ah, mon patron me dit que. Bon bah voilà. Ah si, oui.